Allez François, vous ouvrez le bal, c'est vous qui posez les premières questions à notre invité Denis Boite. Alors la première question est simple, monsieur Boite. Alors, il faut y aller ? Je vais vous répondre, mais avant une précision quand même. J'entends ici et là dire que les socialistes, c'est eux qui ont conduit à la censure de ce gouvernement. Il faudrait remettre l'église ou la mairie au centre du village. C'est pas nous qui avons nommé 4 premiers ministres dans l'année. C'est pas nous qui sommes au 5e ministre du logement depuis le début de l'année. C'est pas nous qui avons fait dans les 7 ans qui sont passés 1200 milliards de dettes supplémentaires. Donc il n'y avait que 300 milliards qui étaient pour le Covid, cela on est d'accord. C'est pas nous qui, après une élection européenne gagnée par le Front National, dont on savait très bien qu'une dissolution allait conduire à une difficulté de créer une majorité, aujourd'hui on assiste à quoi ? On assiste à un des premiers ministres qui n'était peut-être pas si mal que ça. Je rappelle, mais tu l'as entendu François certainement, le Premier ministre quand il est arrivé, qu'il a découvert les finances de ce pays, il a dit il faut rétablir l'impôt sur la fortune, certes peut-être pas comme voulaient les socialistes, sur une période de 3 ans et pas plus, pour rétablir les comptes de la France. Les premiers qui lui ont rentré dedans, ce n'est pas les socialistes. Sont tout simplement les amis, Attal, Darmanin et d'autres, qui se sont fait un plaisir de lui couper un petit peu. Après, il y a eu Wauquiez qui s'est fait un plaisir d'annoncer des informations avant lui. Je crois qu'il a été piraté par son propre camp. Et dans le même temps, tous les socialistes, nous avons fait un certain nombre d'amendements qui nous paraissaient être dans le bon sens, sur la retraite par exemple, où on voulait revenir sur la retraite de Marisol Touraine, etc. etc. On va y revenir, sur les finances, on a eu chaque fois une non-recevoir. Voilà, il nous disait... aujourd'hui, ça doit faire plaisir. Aujourd'hui, par le même temps, il négocie avec vos amis du Front National, dont on a vu Marine Le Pen, qui se réjouissait du coup de téléphone du Premier ministre toutes les semaines, tous les jours, pour lui demander ce qu'il voulait. Après, aujourd'hui, Denis Boite, a été très clair quand même, Emmanuel Macron, cet après-midi, il dit qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est les informations des ténors des partis politiques à la sortie de l'Élysée, qu'il ne voulait plus entendre parler de Marine Le Pen. Quand vous dites qu'il a été très clair, ça veut dire qu'avant il n'était pas ? Mais semble-t-il en tout cas, vous dites Michel Barnier, vous dites qu'il est très clair. Ça veut dire qu'avant il n'était pas forcément. La seule information qu'on a, c'est que Michel Barnier avait fait un communiqué pour dire qu'il allait dans le sens de ce que demandait Marine Le Pen. Je vais répondre à votre question. Il a invité un certain nombre de partis politiques, donc notamment le Parti Socialiste, avec les 2 présidents de groupe du Sénat, de l'Assemblée nationale, et le secrétaire fédéral national du Parti Socialiste, dans un entretien qui a été... On ne peut pas dire que ça a été un entretien mauvais, mais on lui a simplement dit que nous, il y avait un certain nombre de conditions à remplir de façon à ce qu'on vienne au gouvernement ou qu'on soutienne ce gouvernement. Pour répondre à la question de François, je pense que nous avons tous intérêt, quel que soit le parti politique, à faire en sorte que ce gouvernement, le prochain gouvernement, puisse proposer un certain nombre de prises de position qui permettent à tout le monde de pouvoir continuer à faire ça. Aujourd'hui, je pense que le président de la République a compris qu'on était dans une impasse et qu'il fallait effectivement ouvrir le dialogue et élargir le dialogue. Alors vous avancez sur le débat, là, sur les questions, mais... pardon. Sur ce qu'on peut poser à l'état actuel des connaissances, on va dire, des informations que l'on a. Mais quel est l'accord minimal, selon vous, entre la gauche et les filles, bien sûr, pour obtenir cet accord de non-censure? Qu'est-ce qu'il faut que chaque parti laisse de côté? Monsieur Martin, vous me connaissez, j'étais au département. Je suis venu dans cette émission plusieurs fois. Il nous faut une politique financière. On ne peut pas continuer à faire des déficits indéfiniment. On est à plus de 6% de déficit du produit intérieur brut. Il nous faut revenir vers les 3%. Pour revenir vers les 3%, on n'y reviendra pas cette année. On a 3 ou 4 années devant nous. On a le monde entier qui nous regarde. On emprunte aujourd'hui de l'argent plus cher que la Grèce, plus cher que l'Italie, plus cher que l'Espagne, plus cher que le Portugal. Donc il faut bien quand même qu'on revienne à la France, celle qu'on était avant. Donc aujourd'hui, ce qu'il nous faudrait pour que les socialistes acceptent de ne pas voter la censure ou d'accompagner le gouvernement dans ses actions. Un accord de non-censure, on appelle ça. Voilà. La première des questions, c'est quand on veut équilibrer un budget, il faut avoir des recettes, il faut avoir des dépenses. On ne peut pas se dire que tout simplement, si, comme je l'entends dire ici et là quand même, j'entends dire ici et là, si on enlève toutes celles et ceux qui trichent sur le domaine social, on va économiser des milliards d'euros. Peut-être qu'ils le fassent.
Ceux qui trichent n'ont pas le droit de tricher. Mais ce n'est pas ça qui va sauver le budget de la France. Nous devons effectivement regarder les dépenses là où il faut les faire, y compris dans un certain nombre de domaines où ce n'est pas facile, parce qu'on ne peut pas toucher les dépenses sur la santé, on ne peut pas toucher les dépenses sur la défense, on ne peut pas toucher les dépenses sur la sécurité. Il y a un certain nombre de domaines où je vois mal comment on peut faire pour baisser les dépenses. Bon, il y a des domaines peut-être qu'il faut un petit peu réfléchir. Il faut peut-être une réforme de l'État. Ça, il faudra avoir peut-être le courage de le faire. Il y a un certain nombre d'agences qui ont pour faire des économies, vous voulez dire. Pour faire des économies. Et derrière ça, il nous faudra effectivement augmenter les impôts. Mais augmenter les impôts, ça ne veut pas dire augmenter la TVA pour faire payer plus de TVA aux plus démunis. Ça veut dire tout simplement se prendre une augmentation d'impôts. Ah, mais est-ce qu'il faut geler, par exemple, l'abrogation de la réforme des retraites que mais oui, il faut l'abrogation de la réforme des retraites. Est-ce qu'il faut la geler pour faire le compromis? Monsieur Martin, vous le savez mieux que moi, je ne sais pas pourquoi vous me posez ces questions. Les socialistes ont voté 62 ans pour partir à la retraite et 42 ans de versement. Aujourd'hui, quelqu'un qui sort des écoles commence à travailler à 22-25 ans, dans le meilleur des cas. 42 ans de versement. C'est pas tout à fait clair, ça. Olivier Faure, aujourd'hui, il ne dit pas qu'il veut l'abrogation. Hein. Non, il dit qu'il veut revenir simplement à la retraite de Marisol Touraine. Il est prêt en tout cas à une discussion. À une conférence nationale. Fabien Roussel, communiste, dit qu'effectivement il faut peut-être une conférence sociale et que c'est peut-être pas le sujet. Mais juste une question quand même, Denis Boide, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui nous écoutent, qui vont regarder l'émission dans les prochains jours, et on voit bien quand même que les Français n'y comprennent plus rien, les Gardois bien évidemment, ce qui nous intéresse. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu le sentiment là que c'est de la chicaya politique et qu'en réalité les socialistes qui sont au centre du jeu aujourd'hui parce qu'en fait il faut 40 socialistes, députés socialistes pour pas qu'il y ait de censure. Est-ce que franchement ce soir, vous dites pas aux Gardois, on va prendre nos responsabilités, on va mettre de côté ce qui peut-être fait nos différences parce que l'essentiel c'est que pendant 3 ans on propose quelque chose d'équilibré et de normalisé. Alors Abdel, je vais vous répondre très simplement. Le choix du Premier ministre, quand il a choisi Barnier, le groupe qui était le plus important à l'Assemblée nationale, LFI, socialiste, communiste et Verts. On est d'accord. Vous auriez été censuré dès le lendemain. Il aurait été renversé, le gouvernement. Vous n'aviez pas assez de députés. On est d'accord. On est allé choisir un Premier ministre issu d'un groupe politique qui est le groupe politique le plus petit de l'Assemblée nationale et qui ne crée pas une majorité pour autant. C'est à peu près ce qu'on vous propose aujourd'hui. On propose aux socialistes qui ne crée pas une majorité pour autant. Et donc il a fallu aller chercher la majorité, une non-censure, appelons-le comme ça, chez Marine Le Pen, avec qui on a discuté. Mais est-ce que vous trouvez normal aujourd'hui, parce que la question se pose, de ne pas convier l'extrême droite et l'extrême gauche, enfin le LFI et le Rassemblement national, à ces espèces de concertations? Je pense une a fait 11 millions. C'est exactement la réponse que j'allais vous faire. Je pense que quand un candidat, on est d'accord, on n'est pas d'accord, je suis d'accord et je la combats tous les jours. Je vous rappelle que j'ai toujours été appelé à faire barrage au Front National. Ce qui n'a pas été le cas de tous les partis politiques de ce pays. Ce qui n'a pas été le cas de tous les partis républicains de ce pays. On est d'accord ? Marine Le Pen fait 11 millions de voix. C'est pas neutre quand même. C'est elle qui a le plus de députés à l'Assemblée nationale. Ne pas l'inviter, ne pas le recevoir en tant que président de la République, ça me paraît être un petit peu tiré par les cheveux. Oui, même si vous avez fait un front républicain l'été dernier pour qu'ils aient le moins possible de députés. C'est là un peu l'absurdité aussi de la situation. C'est-à-dire, on ne peut pas reprocher à Emmanuel Macron de ne pas les convier et en même temps, entre les 2 tours des législatives, dire que c'est l'horreur s'ils arrivent au pouvoir. Non, mais nous ne sommes pas au président de la République. Le président de la République, c'est quand même celui qui décide qui l'invite pour recevoir et qui l'entend. Voilà. On peut dire que c'est aussi une stratégie. C'est pareil pour LFI d'ailleurs. C'est peut-être une erreur stratégique parce qu'on installe pour 2027 quand même un duel face à face RN-LFI. En les mettant côte à côte. Je pense qu'en plus, ne pas l'inviter, ça lui donne plus d'aura. Allez François, je vous redonne la parole dans quelques instants. On va proposer à nos sociétaires de poser leurs questions à notre invité, le sénateur Denis Boide. Jacques Armando, c'est pour vous, votre question. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui, c'est vrai. Pour reprendre la fin d'un poème... C'est peut-être la différence que nous avons quand même. Hein. La différence de quoi? Entre bonsoir et bonjour. Je ne vais pas s'arrêter là, je vous le dis. Il y a une différence, le club midi, le club soir. On est le club soir là. Allez-y, Jacques. Pour reprendre la fin d'un poème de Ernest William Henley qui a inspiré le grand homme Nelson Mandela lorsqu'il était emprisonné durant 27 ans.
Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine. Il se termine comme ça, je ne vais pas reprendre le poème dans son entier, sinon on est encore là dans une heure. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Est-ce que vous estimez que ceux qui nous gouvernent depuis plusieurs décennies ne sont pas les maîtres du destin de la France, les capitaines de l'âme de la France? Ils devraient même sentir battre le cœur de cette France, vouloir atteindre qu'un objectif, l'avoir rayonnée, l'avoir grande, comme disait le général de Gaulle. Il y a 20 siècles d'histoire pour rappeler qu'on doit toujours avoir foi en la France. C'est ça qui manque aujourd'hui dans ce pays. C'est un homme digne de porter l'espoir de ce pays, de rassurer les Français, de vouloir le bonheur des Français. Et je vous ai entendu au tout début de votre allocution, c'est pas nous, c'est pas nous. Est-ce que vous estimez que vous, je parle de vous, les socialistes, vous n'êtes pas co-responsable de la situation dramatique dans laquelle est plongé le pays aujourd'hui? Est-ce que vous estimez que la dette publique qui atteint aujourd'hui 3 200 milliards d'euros, je vous rappelle quand même qu'elle a commencé avec Giscard d'Estaing pour atteindre 110 milliards d'euros à la fin de son mandat, 660 milliards d'euros à la fin du mandat de Mitterrand, donc elle a augmenté de 600% sous Mitterrand, pour atteindre 1200 milliards, 1217 exactement sous Jacques Chirac, et enfin 1700 et quelques sous Sarkozy, 2100 sous François Hollande, et on est aujourd'hui à 3200 euros. Donc il est certain qu'avec cette dette colossale, et ça vous avez une co-responsabilité droite-gauche, avec cette dette colossale, il est évident qu'on ne peut pas faire grand-chose, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, de la sécurité des Français, de la santé, qui est dans un état aussi, il suffit d'être obligé de se rendre dans les hôpitaux pour voir le manque de personnel, le manque de moyens qu'il y a également. Donc est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, vous avez une co-responsabilité à cette situation, ou alors pas? Allez, on va laisser le sénateur répondre. Deux choses pour répondre très brièvement à votre question. Je voudrais vous rappeler quand même que c'est Jospin qui a fait moins de 3% du produit intérieur brut, de déficit du produit intérieur brut. Je vous rappellerai aussi que sous Hollande, ça a été exactement la même chose. Oui, monsieur, c'est des chiffres, c'est pas moi qui le dis. On a respecté le traité de Maastricht, c'était moins de 3%, on a fait moins de 3%. Après, là où je suis d'accord avec vous, la sécurité. Je vous rappelle que c'est Sarkozy qui a baissé le nombre de policiers et de gendarmes. Je vous rappelle que c'est sous François Hollande qu'on a augmenté les effectifs de gendarmerie et de police. Donc aujourd'hui, quand vous parlez de la santé, je crois que nous avons tous une responsabilité collective. Et là, je veux bien la partager avec la droite. Nous avons tous une responsabilité collective de penser que les coûts de la santé, si on faisait en sorte que le nombre de médecins, parce qu'on savait ce qui allait se passer, on savait que l'âge moyen des médecins évoluant, on savait tous très bien qu'il fallait créer de jeunes médecins qui les installent et compagnie. On n'a pas touché le numerus clausus, on vient de le toucher maintenant, il faut 10 ans pour que ça doit porter ses fruits. Donc aujourd'hui, sur la santé, je suis d'accord, je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, il nous faut réfléchir, il nous faut le faire partager à ces jeunes médecins aujourd'hui, comment on fait pour faire en sorte que ces déserts médicaux puisse avoir un médecin en face de chaque patient. Comment on fait que l'hôpital public, quand vous parlez de l'hôpital public, ma femme a fait 40 ans dans l'hôpital public. Je sais ce que c'est que de doubler, je sais ce que c'est que le manque de personnel, je sais ce que c'est que de travailler le dimanche pour remplacer sa collègue qui est malade, etc., parce qu'il manque du personnel. L'hôpital public, il faudra accepter que tout le monde, c'est un choix politique ça, il faut accepter que tout le monde, l'hôpital public, ça a un coût. Oui, comme ça c'est une évidence. Ouais. Voilà. Et ce déficit de l'hôpital public, le service public, ce déficit de la loi de finances de la sécurité sociale, il faut savoir comment on le finance. Mais vous admettez... Quand j'entends, je vais vous donner un exemple, quand j'entends que les exonérations patronales, il faut faire des exonérations patronales de charges patronales. Il y a un certain nombre d'entreprises qui en ont besoin. Je pense notamment aux très petites entreprises ou aux PME. Quand je pense que tout le monde peut en faire, dans certains cas, les socialistes proposaient simplement que sur les 62 milliards de montant d'exonération, on diminue la somme de 10%. Ça faisait 6 milliards d'économies pour le budget de la sécurité sociale. Si on avait pris cette mesure socialiste, est-ce que vous croyez qu'ils auraient été en mesure de voter la censure derrière? Mais vous admettrez tout de même chaque personne, si je peux me permettre, pour chaque chef d'entreprise, je termine. Vous admettrez celui qui prend 300 000 euros, au lieu de prendre 300 000 euros, il aurait pris 270 000 euros. Vous croyez que ça n'aurait pas continué de fonctionner? Vous admettrez tout de même que si un parti qui n'est pas responsable, si un mouvement qui n'est pas responsable dans la situation du pays, ce sont quand même des partis patriotes, que ce soit la France, que ce soit le Rassemblement national, que ce soit l'Avenir français. J'entends ce que vous dites. Moi, quand je ne suis pas au pouvoir, je peux critiquer le gouvernement tant que je veux. Quand je suis aux manettes, les choses se compliquent. Parce que quand vous serez aux manettes, si vous y arrivez, je ferai tout pour que vous n'y arriviez pas. Quand vous serez aux manettes, vous apercevrez que
On ne vit pas dans un monde clos. Non, mais la situation est Il y a une tellement... conjoncture internationale qui est celle qu'elle est. On vit dans une France qui est dans l'Europe, et c'est un des moteurs de l'Europe. Il faut qu'elle reste un des moteurs de l'Europe, et ça a un coût. On vit dans une France qui connaît ses difficultés, il faut les corriger. Et vous verrez que c'est pas aussi facile de dire. Allez, on avance. Il y a qu'à C'est pas juste une discussion entre vous deux. Mais Nicolas c'est pas une discussion, Ferrière. non. C'est une réponse à monsieur, c'est pas. J'ai bien entendu. Et Nicolas en plus, Ferrière, votre question à Denis Boine. Merci de me donner la parole. Je me suis intéressé au coefficient de Gini. Le coefficient de Gini, c'est un indicateur qui détaille le niveau d'écart de richesse dans les pays du monde. Il s'avère qu'en France, nous sommes assez mal placés vis-à-vis de cet indicateur, c'est-à-dire que les écarts de richesse sont conséquents. L'inertie dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui du fait de l'instabilité politique a un certain nombre de conséquences sur les politiques publiques à mener, que nous ne menons pas. Et moi, là où je voudrais interroger notre sénateur, avec qui j'ai plaisir de pouvoir discuter très souvent, parce que nous partageons beaucoup de choses. Son plus gros C'est défaut, normal. c'est qu'il habite Uzès. Oui. Puis c'est un collègue socialiste. C'est une belle région. On l'a C'est rappelé, que- quand même. C'est une belle- le sujet sur lequel j'aimerais vous interroger, en lien avec mon introduction un peu longue, pardonnez-moi là, c'est le logement. Parce qu'en fait, parmi les politiques publiques qui se font défaut depuis plusieurs années, et peut-être encore plus dans la période qu'on traverse avec le creusement des écarts de richesse, c'est la politique de l'habitat et la politique du logement. Et je sais que, en tant que sénateur, vous êtes impliqué sur ces questions, et j'aimerais que vous me disiez, pour vous, dans cette situation d'instabilité politique, quelle doit être la feuille de route pour relever la tête en la matière? Parce qu'on a parlé de dépenses publiques utiles, mais il y en a une aujourd'hui où il y a un besoin énorme, c'est quand même la demande de logement, à laquelle on ne sait plus répondre. Et la production de logements. Denis Boide. La question tombe bien, merci. J'étais ce matin à l'invitation de l'ADHL qui faisait un colloque sur la précarité énergétique. J'étais là dans une table ronde où il y avait le directeur régional de l'Adréal, il y avait, bon, peu importe, il y avait une conseillère régionale, etc. etc. C'est un vrai souci quand même. Hein. Quand on regarde notre département, j'en ai pour 2 minutes là, peut-être plus. Quand on regarde notre département, coupera, hein. le niveau de retraite, 800 000 euros par mois. Il y a des hommes et des femmes. 801-1000. Hein. Oui, Pas 800 800 000. 000 euros. Pas 800 000. Oui, d'accord. Non, c'est pas 800 000, pardon. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, cet hiver, quand il fera très froid, baisseront le chauffage. Tout simplement parce que les dépenses en énergie, le prix de l'électricité qui s'est envolé, le prix du gaz qui s'est envolé, le prix du fioul qui s'est envolé, qui sont aujourd'hui en grande difficulté. Donc cette précarité énergétique, ce matin, ce colloque était intéressant. Sur le logement en général, et le logement social en particulier, j'ai fait une intervention, alors on ne sait plus quel ministre, on est au 5e ministre. Vous voulez une politique du logement, vous? Mais on se moque de qui, là? On a passé 5 ministres du logement. Voilà. 5 ministres du logement en 7 ans. Dont 3 en 1 an. Je veux dire, je ne sais pas si on se rend compte de quand C'est même... d'ailleurs l'une peut-être des politiques la plus ratée par Emmanuel Macron. Voilà, le logement, c'est quoi? La question du logement, Le logement, qui a touché ils se les entreprises de sont construction. imaginés, je vais partir depuis le début, ils se sont imaginés, ça date de Julien de Normandie quand il était ministre du logement, se sont imaginés tout simplement que les offices HLM étaient riches. Ils ont créé la RLS. Si je prends l'exemple d'Habitat du Gard dans ce département que je connais un peu, c'est 1,5 milliard d'euros, c'est 4,5 millions d'euros toutes les années en moins. Ça fait des fenêtres changées, ça fait de la réhabilitation. Le logement. Je suis intervenu au Sénat il y a maintenant 6 ou 8 mois pour dire qu'il nous fallait un plan Marshall sur le logement. Et le plan Marshall sur le logement, quand je l'ai dit, tout le monde se moquait un petit peu de moi, de ce que je pouvais dire et que j'exagérais et que... Voilà. Le logement, c'est quoi aujourd'hui? La ministre nous avait dit, c'était à l'époque, c'était une femme, nous a dit il faut construire 250 000 logements dans les 2 ans à venir. On en a construit 170 000. On est loin du compte. Les organismes HLM aujourd'hui se retrouvent confrontés à cherté des terrains chez nous quand même. Le foncier est cher. Derrière ça, vous y ajoutez 30% des coûts de la construction qui ont augmenté ces 2 dernières années.
vous y rajoutez le livret A qui a augmenté, vous y rajoutez un certain nombre de paramètres et ça devient difficile d'équilibrer une opération. Beaucoup de contraintes administratives. Et beaucoup de contraintes administratives que j'ai dû voter, monsieur Martin. Il y a des fois, peut-être je m'écarte trop. J'aurais dû être plus vigilant. Peut-être que je les ai votées, ces contraintes. Et dans le même temps, on pénalise les communes avec la loi SRU. Et on pénalise les communes, il faudra en parler de ça. Si vous voulez, ça peut être un débat après. Dans le même temps, on va pas avoir le temps. Dans le même temps, moi j'ai reçu beaucoup de personnes. Quand on reçoit la Fédération du bâtiment, que ce soit au niveau national ou au niveau départemental, le problème de ne plus construire de logements sociaux, c'est que ce marché s'appauvrit. Et aujourd'hui, ils annoncent, pour fin 2025, 500 000 emplois. Alors on a la télévision qui passe en boucle, là, Michelin qui ferme. Effectivement, ça fait beaucoup. Mais 500 000 emplois, ça va être du géomètre au notaire, toutes celles et ceux qui gravitent autour du logement, qui vont ils perdre des emplois. Et le conseil départemental du Gard aussi. Vous y rajoutez. Il percevra un peu moins sur le financement sur les transactions. Vous y rajoutez le problème des promoteurs immobiliers aujourd'hui, que j'ai reçu aussi et que j'entends. Promoteurs immobiliers, c'était quoi? Quand ils avaient une opération dans un village, par exemple, ils devaient produire 20% de logements sociaux. Parce que la règle de la SRU faisait qu'il fallait construire 20% de logements sociaux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes les embûches qu'il y a, ils ne produisent plus de logements. Et là aussi, c'est un vrai problème. On aura l'occasion d'en reparler. Denis Bois, derrière ça, c'est quand même un pan de l'économie. Oui, mais on n'a pas du temps, mais... c'est un petit peu ce que vous disiez. C'est un petit peu ce que vous disiez. Mais j'avais d'autres questions à vous poser. Quel est le souci des Gardois aujourd'hui, ou des Français en général? C'est le logement. C'est leur niveau de vie, c'est l'inflation, c'est le logement. Après tout le reste, on est d'accord. En dit un mot peut-être sur votre collègue LR Laurent Burgoa, qui a été nommé président de la commission sénatoriale d'enquête sur les eaux de bouteilles. Est-ce que vous allez lui donner un coup de main? Est-ce que vous allez aller avec lui peut-être chez Perrier, ici à Vergès? Avec lui, chez Perrier, je suis allé il y a quelques mois. Perrier, c'est une belle entreprise. Il y a une commission d'enquête qui a été faite au Sénat par le groupe des écologistes. Je vous avais posé la question, vous étiez venu la dernière fois. Vous m'aviez posé la question, qui fait un rapport, que j'ai voté le rapport d'ailleurs, je suis entièrement d'accord avec ce qui est quand même assez terrible sur Nestlé, sur la gestion de Nestlé. Alors, il y a deux choses. Premièrement, il y a un puits où il y a eu des pollutions de matière fécale. Celui-là, il est fermé depuis des mois. Après, derrière ça, il y a Perrier et Maison Perrier. Perrier, 60%, un peu plus de 50% de ses ventes sont à l'étranger, notamment aux États-Unis. Et le reste est dans le reste, en France et dans le reste de l'Europe. C'est une belle entreprise gardoise. Alors j'entends aujourd'hui que Nestlé veut se séparer de Perrier, peut-être c'est pas plus mal. Moi, je suis de ceux... Il y a Danone qui est sur On peut être socialiste, Abdel. Et être pro-entreprise. Jusqu'au bout des ongles. Et être proche du monde de l'entreprise. Moi, aujourd'hui, cette commission d'enquête, on verra bien ce qu'elle va nous sortir, on verra bien ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont dire, et quel sera le rapport. En tout cas, tant mieux si c'est Perrier si c'est et tant mieux si c'est Burgoa qui la pilote, ça sera parfait. Une toute dernière mais derrière question. Ça, moi, je suis plus inquiet de l'emploi dans ce département, Royal Canin juste à côté, etc. Je peux vous en citer d'autres. On dit un tout dernier mot. On revient à Nîmes. Sur les municipales à Nîmes, les Insoumis ne veulent pas des socialistes dans l'accord local d'union de la gauche pour les municipales à Nîmes. On fait comment, Monsieur Boad? On fait ça. Vous savez, les élections municipales, c'est dans combien? 18-20 mois 15 mois. 15 mois. Enfin, 15 mois, on vote. Dans 15 mois, on vote. Alors, déjà, je ne suis pas candidat. Au moins, ça, c'est clair. Pas à Nîmes. Pas à Nîmes, ni ailleurs, d'ailleurs. Ce qu'il faut à Nîmes, c'est compliqué les élections municipales à Nîmes. Il y a le Front National qui fait des voix. Le Rassemblement National qui fait des voix. Derrière ça, il y a une coalition de socialistes et de communistes que je soutiens tous les deux, que ce soit Bouget, Jomène, Nadal, etc., qui, à mon avis, peuvent jouer un jeu intéressant. Vous me dites que les Insoumis ne veulent pas participer à cette coalition. Bon, je ne dis pas qu'ils ne veulent pas participer. Je pense que les négociations seront très difficiles. C'est parce que c'est difficile que c'est intéressant des fois. Je crois qu'il ne faudra pas non plus extrapoler que ça. Il y a toute il y a le contexte national qui risque de jouer quand même. Il y a la Macronie. Je suis inquiet sur les municipales. Je suis inquiet sur les municipales parce que quand on regarde les résultats,
effectivement, sur les villes, le résultat est moindre que dans les campagnes. Quand j'entends des représentants du Front National, que je côtoie quand même, parce qu'avec eux, je connais un peu, qui disent qu'ils vont gagner un certain nombre de collectivités, je suis quand même inquiet, 55% dans un certain nombre de villages ruraux. Sur Nîmes, faisons attention qu'entre la multitude de listes que je vois qui vont se présenter demain aux élections, ce ne soit pas le Rassemblement national qui soit... Voilà. Les gagnants à la fin. Mon inquiétude, elle est là. Moi, je suis prêt à appeler à voter pour n'importe quelle liste républicaine au second tour pour faire face au Front National. Demandez aux autres s'ils vont le faire. Merci, Denis Boide. Demandez à tous celles et ceux qui passent dans votre émission. Allez, on n'a pas fini. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Mais non,